Allez, c'est parti, on va au studio Delta, on rend visite à David Cuquier, l'ingé maison de ce studio à Pantin. Studio Delta, c'est là tout sorte, projet cool sur projet cool en ce moment, c'est assez impressionnant. Et c'est souvent David qui est aux manettes, il fait du rec, du mix, du master. C'est aussi un super claviériste, donc dans la vidéo on va pouvoir le voir jouer de ses vieux synthés, c'est hyper fun, vous allez voir. Et David, ça se double aussi d'être un de mes clients de ma boutique coolkidsaudio.com. Et donc naturellement, je lui ai proposé cette nouvelle idée que j'ai eue, qui est de proposer un produit en promotion pour vous. Donc, j'ai demandé à David de choisir un produit de ma boutique qu'il adore, qu'il recommande, et d'ensuite vous proposer une promo. Et ce produit, c'est le Soyuz 017 FET, qui est en fait mon best-seller en micro. C'est un micro que David utilise sur quasi toutes ses prises voix, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est un micro inspiré du 45, donc vous allez évidemment pouvoir l'utiliser sur plein de sources, mais sur la voix, ça tue. Donc pour avoir ce Soyuz 017 FET dans sa nouvelle version avec la mallette et le pad, ça se passe sur ma boutique, et si vous le voulez au meilleur prix, il va falloir faire vite, parce que la promo ne dure que quelques jours, et vous aurez évidemment le lien et l'info de cette promo en description de vidéo. Sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte de l'incroyable et super vibey Studio Delta à Pantin, accompagné de David Cuquier. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Très bien. Où est-ce qu'on est ? On est au Studio Delta à Pantin. Super, tu nous emmènes ? Ouais, carrément. Donc ici c'est un bureau d'édition, voilà. Et par les escaliers on descend dans le studio. Donc ici c'est la salle où on garde tout le matériel de musique, tout ce qui est backline. On pourrait presque faire un studio tour avec le matos d'ici. Exactement, il y a de quoi faire. Plein de guitares, plein de synthés, plein d'amplis, plein de claviers, plein de types de matériel qui peuvent être utiles en production. Ou Un Rhodes, un Juno. Un Rhodes, il y a un Wurli là-haut, un Juno, pas mal de Roland différents. Plein de petits trucs, des drum machines, des synthés un peu plus vintage, genre il y a un Gene là-haut, une TB303, des Simons, des Toy Piano. Trop bien. Voilà. Après t'as chez Pablo, qui est pas là aujourd'hui, qui a un atelier de réparation. Waouh. Incroyable. Voilà. Qui fait la réparation du studio et qui s'occupe aussi de son côté, il répare plein de choses pour des clients. Ok. Voilà. Et ici on a le studio, donc la control room. Avant qu'on parle du matériel, tu fais quoi toi ici, David ? Alors moi je fais un petit peu d'enregistrement, un petit peu de production de disques et principalement du mix. Ok. Donc on a une petite control room derrière, une petite live room derrière. Tout à fait. Et là on a une control room plutôt confort pour Paris, on est plutôt sur une grande pièce. 25 mètres carrés. Ok. Est-ce qu'on parle de la console Nive ? Carrément, c'est une console qu'on a achetée quand on s'est déplacé de studio et qu'on est venu ici à Pantin. Et c'est une console du coup très réduite. Celle-ci c'est une 10 pistes. Alors c'est une Rupert Neve Design, excuse-moi en fait. C'est la nouvelle marque c'est la marque qui a été montée par Rupert Neve quand il est parti de chez Amec, si je dis pas de conneries. Où il a peut-être eu des boulots entre temps, mais en tout cas c'était sa dernière marque avant son décès. Et ça c'est la dernière console qu'il a designée avant de décéder. Ok. Et c'est une console vraiment un peu, par rapport à tout ce qu'il a fait, super réduite, avec pas 40 options, avec pas un routing complètement dingue, etc. Hyper simple, hyper sobre comme approche. Ce qui s'adapte trop bien du coup à un studio moderne ou... Pour moi, dans un petit studio, déjà rien que d'avoir une console, c'est pas une fin en soi. Alors en avoir une gigantesque, ça l'est encore moins. Donc celle-là, elle nous avait paru avec Patrick. On a trouvé que c'était l'achat qui nous semblait le plus adapté au format du studio et à ce à quoi elle allait nous servir. Ok. Vous faites quoi ? Que du tracking avec ou un peu de mix ? En soi, on traque assez rarement au travers de la console. Les seuls moments où ça m'arrive d'utiliser la console en tracking, c'est quand j'ai besoin de faire des parallèles, ce genre de choses, ou que j'ai besoin de m'amuser un peu avec des scènes, des envois d'effets dans un Space Echo ou autre, etc. Mais on utilise ces préamps, qu'il n'y en a pas beaucoup.
Et on utilise plutôt tous les préamps du studio qui sont plein de couleurs différentes qu'on peut utiliser pour les recs, qui est pour moi plus intéressant que de passer forcément dans chaque piste de la console. Et à mon sens, avec tout ce qu'on utilise comme gear, on n'a pas spécialement besoin d'attraper non plus autant de sons de transfo, etc. Et de toute façon, c'est une 10 pistes, donc c'est un peu réduit. Ok, mais alors vous faites quoi avec? On fait c'est plus pour de la sommation en mix. Moi, j'utilise beaucoup pour ça. Et pour faire des parallèles en mix aussi. Ça me permet de faire les parallèles en analogue et de sortir une seule fois du Pro Tools et rentrer une dernière fois au retour quand je print le mix. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le desk d'intéressant? Alors moi le desk il a été fait avec un truc en tête, c'est que j'ai une master chain, enfin en tout cas ma Mixbus chain devant moi. Ça c'était le truc le plus important pour moi. Donc juste devant moi tu as les 3 compresseurs qui me servent le plus souvent, les 4 compresseurs qui me servent le plus souvent, une EQ, et un processeur de mastering aussi Rupert Neve Design. Et en gros, c'est la chaîne qui est tout le temps allumée et qui me sert tous les jours et que je recall tous les jours dans chaque mix pour tous les différents disques qu'on fait ici. Donc c'est rentabilisé tout ça? C'est carrément rentabilisé. C'est peut-être le matos du studio qui est le plus rentabilisé. Okay. Après, tout le reste est évidemment utilisé en mix. Moi, il y a plein de moments où je m'en sers pour printer, par exemple, un son de drum dans une paire de compresseurs, passer une voix dans un compresseur, ou utiliser les effets en rack qu'on a. On a quelques bons vieux effets un peu rigolos. Mais dans l'idée, tout ça, c'est plus des trucs qui arrivent de façon éparse, alors que la chaîne master qui est juste devant moi, elle est tout le temps allumée, je passe tout le temps dedans, okay. Et la sortie de la console passe dedans. C'est quoi le ear là que tu as? C'est des 660, qui sont des ear, des Esoteric Audio Research assez rares, qui sont très cool, et qui ont un son hyper particulier, hyper AE. C'est quoi, c'est des compresseurs? Ouais, c'est des compresseurs, c'est un peu inspiré des Fairchild 660 en gros. Et c'est assez intéressant comme son, hyper spécifique. Et ça, c'est sur ton Master Bus? C'est très rare, okay. Mais de temps en temps. Ça m'arrive d'en utiliser un seul comme compresseur de voix. Autrement, ça peut m'arriver que ce soit sur mon Master Bus, sur certains styles de musique où ça marche, ce qui est vraiment pas le cas de tout. Et puis c'est quand même assez particulier. Donc les fois où ça marche super bien. Mais le reste du temps, c'est pas du tout ce qui est principalement sur mon Master. Ok. On va pas parler du Rupert Neve Design Master Bus. C'est ça, c'est le Master Bus? Ouais. Parce que on en parle trop dans cette chaîne, tout le monde l'a. Donc c'est bon, les gens commencent à connaître. Les gens connaissent. Mais ils voient peut-être moins le buzz audio. Ouais, bah, le buzz audio, c'est un achat récent qui est très cool, qui moi me sert plus souvent comme compresseur de lead vocal. Souvent je l'utilise pour ça, parfois même un patché dans genre le channel A patché dans le channel B, et qui est très très cool, super transparent. En gros, il y a une sorte de manière de fonctionner où la couleur de compression, tu peux avoir des trucs un peu gritty, mais c'est assez loin en termes de gain reduction. Il faut aller assez fort pour pouvoir avoir quelque chose de pas transparent. Et moi, j'aime bien avoir une possibilité d'avoir un truc transparent, facile à régler, okay. Facile à recall. Et ça, c'est vachement bien pour ça. Donc dans la partie de droite, il y a un truc tout bête, un artist mix qui me sert à faire des suivis de volume, des automnes, etc., qui est très cool. Et qui se prend pas beaucoup la tête, qui est très simple. Et après, il y a plein de choses que j'utilise principalement en rec. Donc tu as un 1176 vintage qui est très cool, un LA2A, un des premiers reissues qui est très bien aussi, qui me sert pareil beaucoup en rec, souvent inséré sur une lead vocale ou une basse, etc. Après, tu as un 33609 assez vintage qui, lui, est très très cool et qui m'arrive d'utiliser en mix, parfois sur un drum bus ou sur un bus de synthé, etc., qui est assez cool, que je patch de temps en temps et qui est très facile à recall parce que tout est cranté. Et ensuite, tu as le reste des Esoteric Audio Research qui sont des copies de Pultec avec un son assez différent. Enfin, assez différent. C'est quand même le même concept, c'est des EQ passives à tube, mais qui ont un son à mon sens, très sweet et beaucoup moins violent que les Pultec. Genre, il faut y aller pour avoir un boost vraiment vénère. Tu peux pas aller aussi fort qu'un Pultec, mais je trouve ça super, c'est super cool. Ça me sert plus en prise qu'autre chose, parce que ça m'arrive peu d'avoir besoin de ça en mix, mais c'est des très bonnes machines. Okay. En dessous, tu as un Compex, qui est c'est un des compresseurs que j'aime le plus, qui est vraiment super créatif. Tu peux vraiment faire plein de trucs avec. C'est un compresseur un peu rigolo, un peu chiant à matcher en stéréo, mais une fois que c'est fait, tu peux faire genre des compressions hyper violentes. Il y a un peak limiteur, il y a un expander. C'est un des trucs avec lequel j'arrive à faire les sons les plus rigolos de drum room, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment super cool. Donc ça, c'est le son 100.
vais essayer de faire un autre truc aussi. En gros, l'avantage, c'est que tu peux avoir genre l'expander en même temps que la compression. Et donc du coup, tu peux genre compresser un peu de façon dingue pour faire cruncher et genre changer un peu la caractéristique tonale de la drum. Et en même temps, tu peux quand même tenir la longueur, le sustain des drums. Et donc du coup, pas se retrouver avec un truc qui prend grave de la place, etc. Et ça, c'est l'avantage de ce compresseur. Et tout sonne très gritty, un peu trash à l'intérieur. Et ça, je trouve ça hyper cool. Trop bien. Et en dessous, tu as juste un TG2 qui est un super préamp que j'aime beaucoup et qui est juste là parce qu'il a l'avantage d'avoir des inputs en façade. Donc en 2 secondes, tu te branches. Tu peux le driver, ça drive super bien. Tu peux faire des guitares saturées avec juste ça. C'est très très cool. Voilà. Et on passe derrière toi? Ouais. Alors là, donc ça, c'est vachement un pêle-mêle. Il y a un peu des choses et d'autres. Les achats récents, ils finissent souvent dans cette tour. Après, on décide de ce qu'on en fait ou pas. Et à terme, on aimerait bien un peu changer toute cette section-là du studio pour avoir quelque chose de moins imposant, parce que ça prend quand même pas mal de place. Et il y a plein de choses dedans. Donc si tu veux que je descende ou que je monte un peu step by step. Allez, vas-y, on commence en haut. Alors le 165A, c'est l'achat le plus récent, on a trouvé très récemment. Moi, on avait un 165 ici, et j'ai toujours voulu un 165A pour le stop level, qui est une sorte de pick limiter, qui a un son assez crunchy, assez cool. Sur des snares, c'est super cool, sur des basses, c'est super cool. Sur des drum machines, ça rend super bien, ça fait vraiment un son hyper particulier. En dessous, tu as un truc que j'aime beaucoup, que c'est un Dynacord, c'est un flanger stéréo des 70s, un peu méconnu, mais qui sonne super bien et qui est vraiment marrant. Tu peux le faire feedback, tu peux lui envoyer, il peut faire du feedback, etc. Donc ça peut un peu self-oscillate, ça fait pas mal de trucs, c'est assez créatif. Donc c'est assez cool. Ça, c'est aussi un achat très récent qui va potentiellement remplacer les API de 5500 qui sont devant moi. C'est des Neumann TEV des années 60, si je dis pas de conneries. Qui sont un peu comme les W495 mais avec moins d'options et qui sont des EQ de mastering format Danner, console Danner, qui sont super super cool. Je les ai essayés, ils sonnent super bien et en fait par rapport à ce que je me sers du API 2500, ça pourrait se révéler être un bon remplacement avec un son un petit peu moins appuyé que le API, qui parfois le box sound du API est pas forcément celui que tu cherches, alors que celui-là il est assez transparent et la couleur pour moi est un peu plus parfaite que le API. Donc je switch un peu entre les deux en fonction des tracks, etc. En dessous tu as des Calrec, donc ça c'est assez rare. C'est des préamps que j'ai acheté à un ami ingé son qui sont assez spéciaux. Ça ressemble un peu à certains Nive, des trucs un peu plus compliqués que les 1084, mais parce qu'il y a beaucoup de choix de fréquences. Surtout dans la bande médium, il y a vraiment genre un choix de fréquence assez dingue et ça sonne vraiment super bien, ça crunch super bien aussi. Donc ça, on s'en sert vraiment pas mal sur les overheads, sur le piano, etc. Ça fait partie des préamps qu'on utilise le plus. Ensuite, tu as une grosse banque de BAE, plusieurs époques. Donc ça, c'est des très récents. Et ça, c'est des beaucoup plus vieux. Ça, c'est vraiment les débuts, quand ça s'appelait encore Brent Avril Design, ou entreprise. Ça, c'est des très récents. On s'en sert pour tout. C'est vraiment le son classique 1073 et 1084. On a 2 1073 et 4 1084. Ça, c'est très très cool. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Tout le monde connaît. Ensuite, on a un compresseur SSL qui est très cool, dont je me sers de temps en temps, qui a le bouton Auto Fade que j'adore. Qui est un bouton très bizarre où tu cliques dessus et ça fade la track. Donc c'est un peu particulier. Ah oui, étrange. C'est un peu marrant. Ensuite, il y a un peu une section effets. Moi, j'aime bien avoir les effets quand même pas trop loin de moi. Je sais que dans les studios, c'est souvent assez éloigné, etc. Vrai, ça. Mais moi, j'aime bien pouvoir jouer un peu avec. Et en même temps, si je suis trop loin du son des enceintes, je me rends moins compte de ce que je fais. Du coup, les deux Eventide, le H949, très vintage, et le H3000, qui est un peu plus le workhorse habituel, où tu trouves plein d'FX, etc. Et après, il y a genre toute une section de compresseurs qu'on utilise assez régulièrement en prise, avec un CL1B, un CL2A, des distressors, des DBX 160 et 165. Ça, c'est des trucs qu'on va pas mal utiliser en prise.
pour plein de choses différentes. Moi, j'aime bien contrôler pas mal de trucs dès la prise, donc ça me sert d'avoir quand même un bon paquet de compresseurs. Et il y a aussi le SPX 90 que j'adore, qui a un preset assez incroyable qui s'appelle le preset 15, qui est le preset qui s'appelle, si je dis pas de conneries, Symphonique, voilà, qui est un chorus super cool. Et en bas, quelques formats 500. Mes deux préférés, clairement, les standards audio Level Lock. Voilà, donc ça c'est vraiment imparable. Enfin, en tout cas, pour moi, leur mode de compression, c'est pas tant ce que j'utilise. Mais parce qu'on a la même chose ici, en fait, plus ou moins. Enfin, ça ressemble assez au Dynamite. Mais je me sers pas mal de leur mode crunch, qui est vraiment un super cool mode avec une saturation qui est vraiment belle et pas du tout cheap. Sur des drums, c'est super beau. Sur plein de trucs, ça rend vraiment super bien. Ok. Donc voilà, c'est un peu le tour de cette petite tour. Très bien. Et on a quelques autres trucs ici, on a du AMS. Ouais, il y a du AMS, il y a une reverb et le delay, donc qui sont deux classiques de studio aussi. Moi j'aime beaucoup la reverb pour certains FX que tu peux faire avec, type le chorus ou l'ambiance avec un decay super long, tu peux faire des trucs assez cool. Et le delay qui a vraiment l'avantage de sonner un peu... Enfin franchement celui-là, j'ai écouté quelques simulations sur... du truc sorti sur Universal Audio, mais j'avoue que celui-ci, il est assez amusant. Moi, c'est des trucs que j'aime bien avoir, pas tant parce que je peux jamais retrouver le son avec un autre délai ou quoi que ce soit, mais c'est juste que la manière dont tu les tweaks, c'est assez intuitif, et tu peux trouver des idées que tu n'aurais pas forcément essayé avec un plug. Donc pour ça, merci de le dire, parce que je sais que dans les commentaires, c'est toujours un peu... j'ai toujours quelques commentaires un peu rageux quand je présente des machines délai et reverb comme ça, vintage. Oui, numérique. comme quoi c'est très facile à faire. Ouais, voilà. Bah moi, il y a certains trucs... Moi, je suis d'accord, hein, j'utilise alors peut-être qu'on peut reproduire, mais déjà avant de reproduire, il va falloir tweaker, passer du temps. Ouais, bien sûr. Et puis moi, franchement, je suis le premier à dire que en termes d'FX, il y a genre une tonne qu'on peut faire dans l'ordi. Enfin, moi, la plupart du temps, je fais tout dans l'ordinateur, ça c'est clair et net. Mais il y a certains trucs que j'aime bien faire en analogue. Et c'est aussi juste un truc où genre, de temps en temps, t'es avec un artiste, t'as envie d'un truc un peu particulier, tu le branches. T'essayes un truc, tu vois ce que ça fait. On n'est pas devant son écran et on kiffe. Voilà, on n'est pas sur l'écran, on essaye de trucs, on tweak. Parfois c'est cool, parfois ça marche pas, parfois tu vas utiliser une Valhalla et ce sera très bien. Mais pour les quelques fois où ça marche bien sur quelque chose, on est content de pouvoir le faire. Moi c'est pareil, j'ai une reverb là qui est assez rare et ça pour le coup j'ai du mal à la reproduire en plugin. Alors c'est quoi, c'est une reverb rare? C'est une AKG ADR68K. Que j'ai chopé il y a quelques années. On la voit pas souvent, mais elle a l'avantage d'avoir une grosse télécommande. Tu peux l'allumer? Ouais, bien sûr. Ah, avec le petit écran TFT. Exactement. Magnifique. Un peu à l'ancienne. Et ça, du coup, qu'est-ce que tu fais comme son avec ça? Bah moi, je m'en sers pas mal pour deux choses. Elle fait des très bonnes rooms, très naturelles et très naturelles. C'est peut-être pas le bon terme parce que elles sont plutôt années 80 que naturelles. Mais c'est juste que parmi les reverbs, par exemple le son de room qu'on va pouvoir faire avec une AMS, il a rien à voir avec le son de room qu'on va pouvoir faire avec l'AKG. Avec l'AMS, tu vas tout de suite entendre le truc un peu digital, cool, early digital, alors que ça c'est plus un son de 480 en gros, donc c'est un truc beaucoup plus sweet, moins cramé on va dire. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une reverb que beaucoup de monde a, du coup elle a sa petite couleur un peu inhabituelle. Et le deuxième truc que j'aime bien faire avec, c'est qu'elle a une sorte de multi-effet interne où tu peux genre avoir des sortes de multi-tap delay, des flangers, etc. Et ça c'est vraiment rigolo. C'est une très bonne reverb, elle a 2-3 trucs que j'aime bien. Quand tu fais par exemple des trucs un peu dub ou quoi, elle a des... Tu peux genre mute l'envoi de reverb, tu peux genre d'un coup tu peux avoir une grosse reverb sur la snare et puis tu la mutes sur l'envoi d'après. Bon évidemment tu peux faire ça en automation dans l'ordi, mais des fois c'est agréable de le faire à la main. Voilà, moi j'aime beaucoup cette reverb, je m'en sers assez régulièrement. Très bien. Donc là on a une petite section de synthé, là il y a un Matrix 6 de chez Oberheim, qui est pour moi un de mes synthés préférés, parce qu'il est assez polyvalent, tu peux avoir pas mal de sons et ça sonne assez luxueux à mon sens. Donc ça sonne un peu comme ça.
Voilà, très cool. Next. Next. Incroyable. Ouais, moi c'est vraiment avec ça que je trouve qu'il est vraiment marrant. Ce genre d'FX, etc. Tu peux évidemment faire des super leads, des super basses, des classiques sounds de Moog vraiment qui marchent toujours, qui sont toujours très efficaces. Mais je le trouve assez rigolo quand tu essaies de rentrer un peu dans autre chose et user un peu des différents LFO, de les faire marcher avec différents trucs. Celui-là c'est un récent, donc tu as aussi genre des CV Gate cool que tu peux brancher avec genre des pédales Moog ou autres modulaires, et ça c'est assez intéressant aussi. Donc, Ok. un synthé assez cool dans l'ensemble. Super ce Moog. Est-ce qu'on passe dans la live room? Carrément, bah, c'est juste derrière toi. Allez. Donc voilà, la live room. Pas une gigantesque pièce, mais un son hyper particulier, hyper mat, très inspiré des drum boosts des années 70, donc super mat. Aucun temps de reverb minimum, on va dire. Ce que moi j'aime bien pour l'enregistrement des drums, l'enregistrement des pianos. En fait, j'aime beaucoup le concept de prendre la source assez proche, comme si c'était un peu un sample, et ensuite de la traiter avec par exemple des FX, des reverbs, etc. Et d'avoir un son genre hyper proche du noyau dur de l'instrument à la prise, quoi. Donc ça c'est un des trucs qui m'amuse pas mal. Donc la taille de la pièce fait sens pour ça, quoi. Super joli en tout cas. Merci. Est-ce qu'on a un petit instrument un peu sympa ici? Qu'est-ce qu'on a là? Moi, j'y connais rien en drum. Elle brille. Est-ce que c'est une bonne drum? C'est une bonne drum. C'est une Gretsch Catalina Maple. Donc c'est vraiment une sorte de milieu de gamme de chez Gretsch. C'est une 5-piece, même si là, il n'y a que 2 tomes qui sont montés, avec quelques cymbales, etc. On la laisse tout le temps un peu monter comme ça, en production ou quoi que ce soit. Si tu as une idée, c'est facile d'aller rapidement poser une idée, mettre 3 micros et d'avoir un truc qui se tient, quoi. Elle est toujours accordée, il y a toujours un petit montage qui est fait. C'est une très bonne drum que moi j'aime bien utiliser sans la peau de devant en bas pour avoir un kick un peu sec et court avec un sub pas trop long, qui est pour moi une bonne technique pour ceux qui ont du mal à se démerder avec le son du kick. T'enlèves la peau de devant, tu la demps un peu de l'intérieur et t'as un son genre très sec, très typé boîte à rythme. Voilà. Okay. Ça c'est assez cool. Ça sonne vraiment super cool. Ça sonne vraiment un truc de fou ça. Donc du coup, Mini Korg 2, celui-là c'est un Univox, mais qui est une ancienne marque que je crois Korg avait acheté ou alors faisait faire une partie de ses synthés chez eux. Donc ça s'appelle un Mini Korg 2 ou un Mini Korg 700S. C'est, je crois, si je dis pas de conneries, le premier synthé monophonique disponible grand public de chez Korg. Et c'était genre leur réponse au Mini Moog, dans un format un peu plus cadré. Okay. Avec des réglages qui ont des noms complètement ésotériques, genre le filtre s'appelle un Traveler, la résonance s'appelle Expand, il y a des trucs super bizarres, genre il y a un mode repeat, voilà, c'est un synthé vraiment super rigolo, hyper rare. Il y a une reissue qui est sortie il y a pas longtemps de chez Korg qui est très cool, et moi j'aime beaucoup le genre de son de ce synthé. Pour le coup, il a vraiment une texture hyper organique et tout qui est super cool, donc tu peux faire des sons assez intéressants.
Donc t'as ce genre de trucs qui sont assez cool. Et Le futur, là. ouais, et puis il a surtout un truc un peu différent des autres synthés, où c'est pas des sons classiques qu'on a sur des Juno ou autres, ou même sur des monophoniques un peu plus basiques, genre des Harp Odyssey et tout. Moi j'ai du mal à avoir ce genre de texture. Et il a aussi des modes de modulation un peu comme des ring modes, qui sont assez cool. Il faut juste que je règle ça comme il faut. Et il fait plein de trucs vraiment hyper intéressants. T'as des modes de noise avec des notes. Voilà. Trop bien. Un autre instrument étonnant? Ouais, on essaie de trouver des instruments un peu étonnants et un peu rares. En tout cas pas usuels à trouver dans un studio pour déclencher un peu des petites idées pendant des prods, etc. Donc tu vas avoir l'harmonium, donc un instrument à vent, enfin plus ou moins. Bon, ça c'est un harmonium indien, mais le son pour moi me rappelle quelque chose d'un peu plus celtique, etc. Et en fait c'est ce genre de sons je trouve qui vont bien avec l'ambiance générale du studio, quelque chose d'un peu plus sombre, un peu que ce qu'on trouve habituellement. Après on en a pour tous les goûts évidemment, hein, mais on aime bien avoir des choses un peu plus étranges, que ce soit des toy piano aussi, avec ce genre de possibilités. Avec la petite reverb intégrée, quoi. C'est le petit sustain un peu étrange quoi, mais ça sonne assez rigolo quand même. Moi j'aime beaucoup ce genre d'instrument, je trouve que c'est des textures qu'on a difficilement avec des plugs, enfin il y en a évidemment, hein, si tu vas dans des banques de sons tu vas trouver des choses, mais c'est sympa de les avoir ici, tu peux les micer, tu peux les mettre collés au piano pour utiliser la reverb du piano. Voilà, en tout cas c'est des instruments que j'aime bien et que je pense qui ont une gueule sympa et qui peuvent déclencher des bonnes idées. Le studio ici, je pense que l'idée qu'on avait du studio quand on a monté ce studio avec Patrick Vautan, c'était de faire un endroit qui soit vraiment adapté à faire de la composition même sur place. C'est-à-dire que avoir l'idée d'une nouvelle partie dans un morceau, s'inspirer des instruments présents autour de soi, ça c'était un peu l'idée du studio pour ce qui est dans la partie production et prise. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Moi je suis toujours le premier à essayer de dire aux gens ok essaye ce truc là, si évidemment ils en ont envie, hein. L'idée c'est pas forcément de forcer qui que ce soit à faire de la musique s'il n'en a pas envie, mais en tout cas si on ressent dans une session que quelqu'un cherche une inspiration dans un instrument, j'espère pouvoir lui montrer certains instruments qui puissent lui déclencher le petit spark en plus à ce moment là. Et on fait coucou à Gin Tonic Orchestra que tu as mixé. Carrément, j'ai mixé leur disque l'année dernière. C'était très cool. Il y avait un paquet de titres hyper intéressants. Ils ont ce truc un peu crossover que moi j'apprécie. J'aime beaucoup les mélanges musicaux et je trouve qu'on retrouve pas mal ça dans leur disque et je suis impatient d'écouter la suite de ce qu'ils feront. Trop bien. Et qu'est-ce que tu as de prévu alors qui va sortir bientôt? Alors là, dans les prévisions à sortir, là je viens en train de sortir en ce moment, il y a des singles qui sortent pour l'instant. Il y a le disque de Keep Dancing Inc., qui est un groupe de rock pop indé assez cool, que j'ai mixé et une partie des singles ont été mixés par Nathan Body, aussi un très bon mixeur anglais. Il y a aussi le disque de Malvina, qui est une artiste française signée chez Pop Noir, dont j'ai mixé l'album récemment. Donc ça c'est un très cool disque à venir. Il y a le disque de Carmen C, qui est un groupe de rock, de post-rock assez noisy, dont on vient de finir le disque aussi.
Là, je mixe aussi un rappeur qui fait des albums en featuring avec un producteur de house qui s'appelle Yas, et Kaba et Yas, exactement. Et c'est vraiment super cool. J'avais mixé leur premier EP, là je mixe leur deuxième EP, c'est de la super musique, super bien produit. Ils ont crossover grave, grosse énergie, donc franchement, bravo à eux deux. C'est toi qui as fait Speed Up? C'est moi qui fais Speed Up, ouais, exactement. Quel tube! Ouais, j'aime beaucoup aussi, très très cool. Eh ben, merci pour l'accueil. Avec Ce plaisir. superbe studio, trop bien équipé. Et puis à la prochaine, j'espère. À la prochaine.